c'est la vache marine. Prenez plutôt par la forêt, dans les sentiers des sauvages. Méfiez-vous des récifs au ras des côtes. Ménagez les bêtes. Tardez point à revenir. Prends garde à toi, Jeannot. Jeannot faisait de grands signes à sa mère et aux siens et avisait de tous ses yeux la catoune toute menue à côté du géant. Il ne partait pas pour longtemps, Catoune. Il reviendrait, riche d'aventures, de trésors. « Je rapporterai le coffre du capitaine Kidd !» Et sa voix fut emportée par les goélands. « Laisse faire le coffre, que eut Charles. Bon, Charles, j'en ai assez d'un comme ça. » Un alcatraz voltigea au-dessus de Pélagie qui lui cria dans la brise des mots éperdus que l'oiseau de mer emporta vers la grand-goule. Pierre-à-Pitre dansait entre les pattes de tout le monde, pigouillant à tort et à travers, et inventant 1000 grimaces pour distraire les charrettes de ce bâtiment qui gonflait les voiles de son 4 mâts et larguait ses amarres au-dessus des haubans. « Prenez garde à vous autres, à Baltimore, en Maryland! En Maryland, prenez garde à vous autres! » Et la brise du noroît poussa la goélette au large vers les mers du sud. Une branche d'olivier dans le bec. Dieu! Et Pélagie enfonça sa tête dans le creux de la poitrine du géant qui avait toute la mer dans les yeux. Depuis le départ de Charleston, Pélagie s'absentait durant de longues heures, comme une qui aurait eu un mal à cacher. Certains parlaient de son fils parti en mer, d'autres... Vous pourriez point mijoter un petit bouillon, Jeanne au coin. Mais même le bouillon de Jeanne au coin lui restait sur l'estomac à la Pélagie. Elle avait beau s'agripper au moindre brin d'herbe, à la moindre touffe, elle se voyait couler au fond de sa léthargie. Hi! Pélagie se retourna brusquement. Belloni. On peut planer au-dessus de tout et de tout le monde, mais point au-dessus de Belloni, le quasi-centenaire. Chacun de ces hi présageait trop de choses. Ils s'avisèrent longuement, tous les deux, puis c'est elle qui baissa les yeux. Mais il restait là, comme pour insister. Pélagie essaya de se raisonner. Il avait des hi en réserve, le radoteux, et des grinches à revendre. Il se déridait les joues comme d'autres s'étirent les jambes, pas de quoi s'inquiéter. Hi! Bon, ça va faire. C'est quoi, cette fois-ci? Alors Belloni partit à marcher et entraîna Pélagie à l'orée du bois, où parlementaient les Thibaudeau. Et là, elle comprit. En moins de 2 heures, les Thibaudeau avouèrent tout à Pélagie. L'attirance du Sud, le rêve d'un pays neuf et inconnu, la Louisiane, enfin. La Louisiane, c'était donc ça. Ça qui les rongeait depuis quelque temps et les tenait à l'écart, la Louisiane. Et les autres alors, et les charrettes en route vers le nord depuis 2 ans quasi. Et le pays. Ils y songeaient à la terre des aïeux quittés un matin de septembre et laissés en friche depuis ce temps-là. Les Thibaudeau n'abandonnaient pas le pays, Pélagie, mais ils le transplantaient au sud. Au sud? Mais qu'est-ce qu'il a donc, ce sud, pour vous faire revirer le sang comme ça? Vous n'en avez point eu assez du sud en 17 ans d'exil et de misère noire? C'est la mort loin des tombes de vos pères et aïeux que vous cherchez? Nanny, point la mort, mais une autre vie auprès des cousins Mouton, Martin, Landry, qui fondent des paroisses le long des bayous et déjà font paître leur bétail marqué de leurs signes au fer rouge. Une vie de planteur, peut-être bien, sur des vastes terres grasses et vierges. Au mi-temps d'étrangers qui coucheront avec vos enfants et vous baragouineront une langue que vous entendrez point. Que j'entendrai point? Mais as-tu oublié, Pélagie de la Grand Prix, que cette langue baragouinée en Louisiane, c'est celle-là même que j'avons rapportée de France au dernier siècle? Et qu'au siècle qui vient, c'est peut-être rien qu'en Louisiane que je l'entendrai encore à travers toute la terre d'Amérique? Pélagie encaissa le coup sans répondre. Sitôt, Anatole Ajude s'approcha d'elle et s'adoucit. « Il y en a déjà une beauté des nôtres établie par là, qu'il dit. Que je sois au nord ou au sud, ce sera tout le temps l'Acadie et je serai tout le temps chez nous. » « Vous serez chez vous, » répondit Pélagie. « Et puis, c'est votre choix. » Marie-Marguerite posa la main sur le bras de sa commère et cousine.
Si tu voulais, Pélagie, je pourrions sur un seul dia faire revirer les bœufs du bord du sud. Et je rentrerions toute la famille ensemble en Louisiane, par la porte d'en avant. Pélagie entendit alors les mots de son capitaine. « Rentrez par la grande porte, par la mer. Vous entrerez par la porte en arrière, par les bois et les montagnes, Marie-Marguerite. Mais ça fait rien. Toutes les clés sont bonnes pour rentrer au pays. » Quand les charrettes reçurent la nouvelle avec les premiers rayons de l'aube, les becs se remirent en danse, à cause des sentiments mêlés. Les Girouet, par exemple, et les Cormier s'étaient fort liés aux Thibaudeau durant le voyage, tandis que les bourgeois avaient dû cacher plus d'une fois leur dépit devant ces artisans honnêtes, débrouillards et pas si misérables que ça. Quant aux Basques, ils étaient en général bien avec tout le monde, mais intimes avec personne. Le départ des forgerons leur fournirait surtout l'occasion d'improviser des adieux sur le violon. La fête et les préparatifs durèrent 4 jours. Non pas qu'il y eût tant à préparer, mais encore une ritournelle, le Basque, encore un rigodon. Ils finirent pourtant par se détacher et partir, les Thibaudeau, dans un charretin tiré par un seul bœuf que leur avait cédé Pélagie. « Revenez nous voir dans une couple de siècles, je serai toujours là. » Et Pélagie regardait ce misérable et absurde petit morceau de famille qui s'en allait fonder un peuple, là-bas, en Louisiane. Un peuple. C'est un bien grand mot pour ces lambeaux de famille qui piaffaient et fouettaient des bœufs qui s'embourbaient de plus en plus dans les marais du Sud. Un grand mot. Et pourtant... Car en cette année-là, même le départ du clan entier des Thibaudeau n'avait pas réussi à soulager les charrettes. Aussitôt de nouvelles familles, surgit des foins et des roseaux, surgit des cailloux du chemin, et ma grande foi, enfourchaient les ridelles et sautaient au cou de leurs parents et compères qui remontaient le continent. Des 4 horizons de la Caroline du Nord sortaient des Hébert, des Boudreaux, des Robichaud, des Robin, des Landry, mon doucement, ceux-là même qui s'étaient alliés par lien légitime à la propre famille de Pélagie à la Grand-Pré. Vous me dites pas, c'est idiot, possible. Et Jean, et Pierre, et le beau grand Jacques de Charles-Auguste. Il avait péri, le Charles-Auguste, sous un coup de mousquet anglais au moment de prendre le bois, Paternoster, quies in celis. Et il repose là-bas, un sauvage assure qu'il l'a lui-même mis en terre à l'entrée de la rivière aux Canards, et qu'en l'absence des parents, il a marmonné des oraisons de son cru et dans sa langue, le micmac, des prières chrétiennes tout de même. Pauvre Charles-Auguste. Mais son garçon, voilà le plus jeune de ses garçons, regardez-moi ça, un beau morceau de butin quasiment majeur, et qui a les yeux virés du bord du pays. Le beau morceau de Charles-Auguste fils, nerveux et sautillant, avait en réalité les yeux virés du bord de Madeleine, n'en déplaise à sa mère, car ses souvenirs du pays remontaient à ses 3 ans, souvenirs d'un mal de mer durant des mois, suivi d'un atterrissage en Caroline du Nord, la peau collée aux os et les os vidés de la moelle. C'est François Pierre Cormier qui vint en hâte quérir Célina. La Marie allait accoucher avant terme. « Ragornez des linges et de l'eau, allumez-moi un grand feu, Charles et Coco, et changez-moi ça, et virez-moi ça, et ôtez-moi ça du chemin. » Quel branle-bas! Pourtant, elle en avait vu d'autres, la sage-femme, elle qui avait mis au monde la moitié du bassin des mines. Pourquoi tant d'excitation tout à coup? Cette fois, c'est Pélagie qui sourit à Bélonie le vieux et à sa charrette fantôme. La sage-femme rendait un enfant au Cormier, un nouveau Frédéric en remplacement de l'autre. La vie avait en réserve des pièces de change et pouvait se faire, par en dedans. Un petit Frédéric qui poussa toute la nuit pour voir le jour, et qui enfin, à l'aube, quand il fut tout entier sorti des limbes, se déclara être une fille. Pas possible! Mais qui avait annoncé depuis des mois un garçon? Comment avait-on pu se substituer ainsi à Dieu et à lui enseigner son métier? On désirait tant donner son change à la mort et venger le petit Frédéric resté en Caroline du Sud que pas une seconde on avait imaginé que le ciel faillirait à son devoir et manquerait au rendez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, manquer au rendez-vous? Que se rebiffa la sage-femme qui se sentait elle-même coupable d'une besogne inachevée. Depuis quand c'est que le ciel a promis rien que des garçons? Et pourquoi faire des garçons en temps de paix? Et même si c'était la guerre, hein? Et tous les hommes crurent que sur le coup, Célina allait déclarer la guerre pour en avoir le cœur net. « Qui c'est ici qui mène les bœufs? » qu'elle ajouta en tapant de son pied beau. Toutes les têtes, hommes ou femmes, se tournèrent vers Pélagie.
Si l'Acadie n'avait pas péri, corps et biens, dans le grand dérangement, c'était grâce aux femmes. Et elle cracha par terre, Célina, pour montrer aux hommes ce que sa race savait faire. Ça n'empêchait pas le petit Frédéric d'être une fille, qu'il fallait commencer par dénommer. Quelle emmanchure! Pourquoi c'est faire que je la dénommerions point Virginie, que risqua François à Pierrot? Virginie. Elle héritait d'une terre, Virginie Cormier, une terre de passage, un lieu d'arrêt en cours de route. Plus tard, elle serait un vivant souvenir du relais de Virginie. Mais il n'y a point une seule Virginie dans tout son lignage et toute sa parenté, assurément. Faut bien que ça commence quelque part, une lignée. Du méchoui, je bailleron le nom de Virginie au dernier né des Cormier dans chaque génération à venir. Et ça deviendra une autre famille, comme Madeleine, Jeanne ou Marie-Marguerite. Quelques mois plus tard, en quittant la Virginie, les Acadiens tournèrent la tête une dernière fois vers cette terre qui avait refoulé à la mer les déportés de 1755. Et Alban à Charles, soulevant la petite Virginie au bout des bras, dit à tout le pays qu'il laissait derrière: « Vous aurez point pu empêcher cette graine de sortir de vos racines, quand même. » Et les charrettes prirent le chemin de l'Est, front Est, là où se lève le soleil. Pauvre Pélagie! Comment reposer ce cœur qui galopait vers la mer à lui en sortir du corps? Plus de repos pour Pélagie sur cette terre de Virginie ou de la Maryland jusqu'au port de Baltimore. Et elle envoyait ses jumeaux de fils à gauche et à droite prendre des nouvelles de la capitale. C'était encore loin? Un jour, Baltimore est un petit brin plus au sud. J'avons grimpé trop haut. Un boulet de canon en plein cercle des compeurs autour du feu. Et le feu en fit psst des bluettas. Jamais je croirais que j'allais à cette heure virer de bord. Mais Pélagie se buta et tint bon. Personne, vous entendez, ne l'obligerait cette fois à continuer vers le nord, quand son propre fils et le propre fils des Basques et tout un 4-mâts les attendaient là-bas, tout près, à Baltimore. Si fait, un 4-mâts. Surtout un 4-mâts et son capitaine les attendaient au port. Personne n'était dupe. 15 familles contre un capitaine qu'elle mettait dans la balance, la Pélagie. 3 hommes contre un jour. Tout le monde avait compris. Un bel homme, le beau soleil, et un brave, sans contredit, mais qui a sauvé les vôtres au péril de sa vie. Oui, un courageux, personne ne le niait, mais et qui continue à l'heure qu'il est à charroyer sur l'Atlantique les restants de vos familles. Tout ça, les bourgeois, les allaient, les girouets le lui accordaient, mais... Et qui c'est, sinon lui, qui a brisé de ses 2 mains le timon d'un navire anglais chargé de prisonniers et qui s'en est emparé pour vous ramener au pays? C'est le beau soleil, on le sait, Pélagie, mais... Mais quoi, tête dure? Il vous reste plus d'entrailles, personne? Plus de souvenirs au creux des tripes? Il nous reste surtout des enfants, s'en vint dire François Pierre à Pierre, et ceux-là, il leur reste l'avenir à réchapper. Ça fait qu'il faudrait point, Pélagie Leblanc, le mettre en péril. Elle s'épongea et fit le tour des fronts qui ne défronçaient pas. Chaque ride était une plaie, et chaque étincelle qui filtrait entre les cils jetait un cri dans le ciel. Tous ils avaient porté leur lot de malheur, très tous, sans pour ça renoncer à leur part d'espérance. Aujourd'hui, leur espérance visait le nord, et c'était nul autre que Pélagie qui l'avait allumée au fond de leur cœur. Les bourgeois espéraient y retrouver leur terre étendue sur un tiers de la vallée de Port-Royal, où des milliers de pommiers laissés en friche pouvaient du jour au lendemain passer à l'état sauvage. Les Cormier rêvaient des murs du fort Beauséjour, qui avaient abrité les derniers jours d'une Acadie surprise en plein sommeil. Les Giroirs songeaient aux morts qu'on n'avait eu ni le temps ni le droit d'enterrer. Les Basques revoyaient les vastes rivages qui s'ouvraient sur un océan tout picoté d'îles encore inexplorées. Les Alains, les Boudreaux, les Babineaux, les Landry, tous avaient les yeux rivés sur cette terre promise qui pouvait receler encore la moitié des familles disparues dans la débâcle. Pélagie se pressa les tempes de ses 2 mains. Et elle, vous pensez qu'elle l'avait oublié, ce paradis perdu, enfoui au fond de ses entrailles et de ses reins durant la moitié de sa vie? Vers quoi avait-elle largué sa charrette et ses bœufs, sinon vers cette Acadie du Nord?
Une Acadie où elle avait laissé plus que tous ses géniards réunis. Détrompez-vous, bande de bavasseux et de brailloux. Mais justement, elle voulait la retrouver, comme jadis, son Acadie, avec du grain au grenier, du cidre à la cave, des bêtes à l'étable, un feu dans la massoune et un amour au ventre. Ses enfants allaient grandir. Voyez cette Madeleine là-bas, née dans le dérangement, qui se laisse déjà approcher par le fils du beau genre de Charles-Auguste. Ses enfants s'établiraient et rebâtiraient le pays tout autour d'elle. Mais elle, Pélagie, dont les veines n'étaient pas taries, qui avait encore de la moelle aux os et du jus dans la voix, que ferait-elle de cette Acadie qui l'aurait détournée du bonheur? Diard qu'elle eut chaud au bœuf. J'irai au nord, mais point avant d'avoir pris des nouvelles des nôtres à Baltimore. Et avant que les Alains, les Landry, les Girouet, les Cormier et même les bourgeois n'aient eu le temps de regimber, ils avaient déjà fait demi-tour et pris la route du sud derrière la charrette de Pélagie. Baltimore, enfin! Chaque matin, elle se rendait au Havre et s'informait de tous les bâtiments de l'Atlantique. Un 4-mâts du nom de la Grand-Goule, avec une chevelure d'or à la figure de proue. Je l'ai aperçu il y a 6 mois aux îles Bermudes, en train de réparer sa voile de misaine. Apparence que l'ouragan de novembre l'aurait point épargné, le 4-mâts. Puis un jour, une goélette raconte qu'elle a vu un 4-mâts se faufiler pas loin des côtes et qui avait tout l'air de chercher à accoster. Pélagie s'appuya contre son géant qui battait des ailes et on fit passer le mot. Aussitôt, la caravane des charrettes s'ébranla et roula en titubant jusqu'au quai. Les prunelles se rétrécirent, fouillèrent la vague, puis se dilatèrent, et c'était fini. Point la Grand-Goule, non. Un vaisseau hollandais à 4-mâts, avec un dragon à la proue. Que le diable emporte la Hollande et l'Angleterre et l'Espagne et toutes les flottes étrangères au seul vaisseau portant pavillon d'Acadie. Une chevelure d'or à la figure de proue. La grande mer du Nord pouvait avaler tous les bâtiments dans une seule goulée, pourvu qu'elle ramène à Baltimore la Grand-Goule, son équipage et son capitaine. Je crains, Pélagie, que faudra bientôt se faire une raison. Une raison. Il ne lui en restait pas beaucoup de cette raison qui l'avait pourtant guidée et sauvée durant toute une vie. À peine une lueur. Mais Alban à Charles et François à Pierrot s'accrochèrent à cette lueur-là. Les clans piaffaient de plus en plus et les bœufs grattaient le sol de leurs pattes d'en avant. Tout le monde sentait sur l'échine et sous la plante des pieds la démangeaison du Nord. Les charrettes étaient au bord de la rébellion et de la mutinerie. Fallait point les pousser, Pélagie. Point les pousser. On marchait depuis 2 ans, 3, 4 pour les premiers de la charrette. C'était pourtant ceux-là qui rechignaient le moins, sauf Charles et Coco qui avaient pris l'habitude de rechigner dès le ventre de leur mère, les bessons. Les pauvres petits, ils devions se sentir à l'étroit, à 2 dans un seul ventre. Jeanne Aucoin vit l'occasion et se jeta dessus. Des petits qui avons bien profité en 20 ans et qui devons languir après le pays, quitter quasiment au sortir du Berre. Où c'est que tu comptes les loger, tes fils, à la Grand-Pré? Pélagie calouetta. Pourvu qu'il nous en reste assez grand de la Grand-Pré pour nous en faire une couverte de lit, qu'elle fit. Et rassemblant le reste de souffle qui mijotait au fond de ses bronches, elle exhala un grand « Huot, les bœufs, le Nord est par en haut !» Les charrettes se débattaient avec l'hiver, la famine, la guerre et les récriminations des Alains et des bourgeois qui trouvaient qu'on biaisait fortement vers le nord-est. L'Acadie était pourtant front au nord. On n'en sortirait donc jamais de cette Pennsylvanie, et la colonne de charrettes et de chariots serpentait à travers plaines et forêts, cherchant les cours d'eau et les champs de blé rouillés, jalonnés de canons et de morts abandonnés. Et cette année-là, Célina avait veillé plus de vieux agonisants que mis au monde de nouveau-nés. Et l'Acadie du retour fut prise tout entière d'une secousse qui ébranla jusqu'à ses racines. Elle était donc si loin, la Grand-Pré, et l'on s'informait aux passants. L'Acadie, oui, l'Acadie. Connais pas. Les bœufs s'étaient arrêtés d'eux-mêmes, les naseaux grands ouverts, flairant une odeur du pays. C'était Maxime et Benjamin qui rattrapaient enfin le convoi et garochaient leurs nouvelles au fond des charrettes. Le capitaine de la Grand-Goule leur donnait rendez-vous à Philadelphie. Ah, enfin! Et Jean, resté là-bas chez les Iroquois.
Jean. C'était le prix à payer pour la liberté des deux autres. Une certaine princesse iroquoise, qui s'appelait vaguement Katharina, avait obtenu de son père la libération de 2 prisonniers à la condition d'épouser le 3e. Jean se sacrifiait et envoyait à sa mère en gage de filiale affection et de fidélité indéfectible à son peuple, en attendant mieux, 10 peaux de renard rouges pour se garder contre le froid. Pauvre Jean. Et Pélagie prit dans ses mains le visage de sa seule et unique fille Madeleine, qui allait déjà sur ses 20 ans, et hucha par-delà la tête de son enfant à toute sa progéniture. Souvenez-vous de mes garçons que j'éparpille, morts ou vifs à travers mer et forêt. Laissez-les point oublier d'où c'est qui sont invendus. Et Pélagie, attelant à sa charrette les 2 fils qui lui restaient, Jacques et Charles Leblanc, renifla un dernier défi au continent et cria « Huo !» Pas tout à fait le dernier cri de Pélagie. Il lui restait encore une moitié d'Amérique à franchir. Et ce printemps-là, il lui restait à atteindre Philadelphie. Philadelphie, le mot sonna à ses oreilles comme une musique. Et elle s'en laissa bercer. Il lui donnait rendez-vous à Philadelphie, ville bien-aimée. Vite, les charrettes et les bœufs, rassemblez-vous, en route pour Philadelphie. Mais Alban Giroir vint parler à Pélagie. On avait un fleuve à franchir et le capitaine du Chalon exigeait du sonnon. Combien? Plus que j'en ai. Nous avons débarrassé de nos derniers souvenirs du pays. Hormis les bœufs, il ne nous reste plus à marchander que le coffre ou le violon. Pacifique et Jeanne Bourgeois serrèrent les dents. Célina ouvrit les ailes. Tout le monde attendait, dans la plus grande impartialité, pigouillant Célina dans le dos et la poussant à se prendre aux cheveux avec la bourgeoise. L'heure était venue, le coffre ou la vie. Le coffre! Non, pas possible. Les bourgeois n'allaient pas apporter du but après 6 ans de râle et d'agonie, tout compromettre encore un coup. Pas possible. Mais quoi c'est qu'il attend, votre coffre? Y transporterait-il la couronne d'épines par Adon? Ou le Saint-Suaire emprunt de la Sainte-Face? Ou le trésor des aïeux? Les bourgeois s'assirent encore une fois sur le coffre et n'ouvrirent plus la bouche. Pour vous dire. Et Célina en oublia son pied-beau et rua sur l'imposteur. C'était pas une honte, un coffre contre un violon? Pélagie avait laissé faire ça? Pélagie laissait faire la vie, parce qu'elle savait bien qu'en dernier ressort, on lui sacrifierait tout, coffre compris, ce trésor qui prenait de plus en plus la forme d'un paradis perdu. Un reste de peuple errait à travers plaines et vallées, grignotant les dernières racines pourries, les derniers brins de plantes surgis par hasard entre les failles des rochers. Un peuple en lambeaux, fourbu, semait sur la terre d'Amérique des enfants en bas âge et des vieillards épuisés. Et Pélagie se mit à craindre pour Grand Prix. Si on allait perdre la meilleure graine en route, que semerait-on rendu au pays? Les charrettes ne traînaient plus que des quartiers de famille, des retailles de l'ancienne Acadie. J'avons la peau collée au zou, que soupira Célina, en frottant les nerfs à vif de son pied beau. Peau ratatinée, terreuse, séchée comme une morue au soleil. Pélagie jeta un œil dur à Bélony le vieux, de plus en plus vieux, qui jonglait avec la mort depuis le départ de la charrette des marais de Georgie. Et pour la première fois, elle se demanda laquelle charrette gagnerait la course, la sienne ou celle du vieux radoteux de Bélony. En ce jour de juillet 1776, quand toutes les cloches d'Amérique se mirent à sonner l'indépendance et la liberté, l'Acadie se méprit et crut entendre le glas. Philadelphie, 1776. Ça sonne point pour nous autres, tout ça, cessez de vous exciter. Les cloches carillonnaient la liberté et l'indépendance des autres, mais ça n'empêcherait pas les exilés, comme les chiens de la fable, de grignoter les miettes sous la table. Des miettes, dites-vous? Pélagie avait bien compris les messagers Maxime et Benjamin, et cette fois, elle était déterminée à défendre ses droits. Elle attendrait la Grand-Gaule au port de Philadelphie, jour et nuit, de l'automne au printemps, le temps que durerait le bon plaisir de Dieu, qui ne la ménageait pas. Devrait-elle y voir sa peau se couvrir de lichen et ses pieds prendre racine? Elle attendrait, oui, mettez-vous ça dans la tête, Pacifique et Jeanne Bourgeois. La goélette apparut au mi-temps de l'été. Merci, Dame Marie, Mère de Dieu.
Les 4 mâts avaient percé la brume l'un après l'autre un matin, et l'un après l'autre avaient sauté à la face de Bélonie, qui prenait comme tout le monde son quart de vigie. Il fit jouer sur leurs gonds ses os quasi centenaires et se dirigea vers Pélagie. Pauvre Pélagie! C'est elle qui, sur le coup, sentit l'huile figée à ses jointures. Elle restait là, bouche ouverte, bras ballants, cœur flottant dans la mousse. Et Bélonie le vieux lui tapotait l'épaule. « Allons, allons !» lui-même si ému qu'il en oubliait son hi. La fête des retrouvailles dura 3 jours. D'aucuns diront 3 mois, si l'on fait le pont jusqu'aux noces de Madeleine et de son Beaujard de Charles-Auguste. Charles-Auguste avait dû entendre de ses oreilles de Beaujard la Pélagie hucher ses recommandations à sa progéniture des siècles à venir, par-delà la tête de son unique fille. Et il s'était enhardi jusqu'à pousser sa mère dans le dos aux pieds de Pélagie. Ainsi, Agnès Dugas, Landry de par son homme, apparentée au Leblanc par les mâles de la branche maternelle, demanda au nom de son fils la main de Madeleine. Pélagie avisa la pie, le Beaujard de Charles-Auguste, et ses yeux se mouillèrent avant de se poser sur sa fille. Déjà? Eh oui, Pélagie, voyons. Elle est née dans la cale du Nightingale, la Madeleine, qu'on avait à peine entamé 1756. 20 ans, tu vois bien. À cet âge-là, Pélagie, tu avais déjà mis tous tes enfants au monde, souviens-toi. Une fille qui passe 20 ans sans offrir sa main pourrait manger dans l'auge, comme ses croyances écoutent mon pays. T'en offenses pas, Célina. Et puis, les vaillants Charles-Auguste, dégourdis et débrouillards, qui c'est qui a débroussaillé les cornes des bœufs empêtrés dans les vernes l'autre jour? Point courailleux, il l'a prouvé durant plus de 2 ans, point écervelé non plus. Et puis son père était le propre cousin du cousin de ton homme, Pélagie. Ça ne ferait point un mariage de la main gauche. Beausoleil rejoignit Pélagie. Et c'est lui qui entreprit de haranguer l'orphelin. Les jeunes Acadiens rescapés du grand dérangement auraient des pères à remplacer. Ils devraient réapprendre seuls et sans maître un métier laissé en friche 20 ans plus tôt, sans secours ni conseil des aînés emportés dans la débâcle. Il ne suffirait point à Charles-Auguste d'être digne fils de son père et des aïeux. Il lui faudrait réincarner toute la lignée à lui seul et replanter au printemps comme si l'automne n'avait pas endormi la terre pour 20 ans. Il aurait aussi à redresser les aboiteaux abandonnés aux mouettes et aux algues et se construire une barque de pêche et ajouter des appentis au logis et peut-être un jour reprendre les armes contre un envahisseur qui veillait toujours aux clés du pays. Plus que ça, un chef de famille ne saurait se contenter d'un héritier ou 2 dans les 100 ans à venir, car les morts criaient vengeance et les foyers étaient vides. Les prochaines générations ne disposeraient que d'1 siècle pour rattraper le siècle perdu et empêcher la race de s'éteindre. Seuls les berceaux vengeraient l'Acadie. Charles-Auguste agrandit des yeux mouillés qui avaient tant de fois chatouillé la peau de lait de Madeleine, et se jetant aux pieds du capitaine Broussard dit Beausoleil, il s'engotta dans la seule phrase qui réussit à passer le gosier. « Je l'aime, demandez-moi tout, je l'aime !» Le Robert des Mers éclata de rire, puis releva le Beaujard qui comprit qu'il avait bien choisi ses dieux. Catoun n'avait pas réagi au récit des malheurs de Jean et de son union avec une princesse iroquoise. Pas réagi. Mais à compter de ce jour-là, elle s'agitait sous la moindre brise, comme une feuille de tremble ou trépidait au moindre cri des enfants. Des enfants qui l'avaient pourtant tous adoptée pour gardienne et maîtresse, la petite Virginie en premier. Car elle avait survécu, la Virginie Cormier, en ces années où mouraient 3 enfants sur 4. Elle était même devenue la mascotte et la fée du régiment. Et elle riait et babillait du matin au soir sous les ailes de Catoun. Mais depuis la nouvelle du départ définitif de Jean, englouti dans la forêt sauvage, Catoun avait plus d'une fois grondé Virginie et les autres enfants qui en étaient tous restés ébarouis. Il lui arrivait aussi de disparaître des jours entiers. Alors Pélagie, sans la brusquer, la regardait avec l'air de dire « Tu sais bien qu'il ne reviendra plus, fais-toi une raison. » Une raison? Catoun. Mais la raison était précisément le seul don que les dieux lui avaient refusé. Et pour cause. Pourquoi affubler de raison un être tout pétri d'instinct et d'intuition? Catoun savait sans l'avoir appris qu'une pomme est une pomme, un homme, et qu'un cercle carré c'est le néant. Elle savait tout ça d'instinct. Il ne fallait donc pas demander à Catoun de se faire une raison.
pas plus qu'à la petite goule. Mais il était d'avance si raisonnable, le pauvre géant, qu'on n'eut jamais à le pousser à la raison. Et chaque fois que Pélagie jetait les yeux sur lui, il chaussait ses bottes de Célieu et partait quérir quelque chose ou quérir Catoune de plus en plus. Et à son insu, il se laissa apprivoiser. Beausoleil s'en aperçut le jour où il proposa au géant de reprendre son rang de mousse et de repartir en mer. Les yeux de la petite goule biclèrent, cherchèrent à comprendre, puis se remplirent d'un flux salé qui faisait mal à voir. Alors le capitaine éclata d'un bon rire rassurant. Il ne repartirait plus seul, ni l'un ni l'autre. Il était venu chercher Pélagie. Catoune serait des bagages. La petite goule ouvrit si grand ses yeux de géant que Beausoleil put y voir se refléter toute sa goélette. « Et je serai heureux jusqu'au bout du monde, » que dit le capitaine en sifflant des airs marins. Agnès Dugas s'en vint, la brume sur le dos, trouver Pélagie. Question de protocole. Allait-on procéder aux cérémonies nuptiales de leurs enfants sans sacrement? Charles-Auguste était fils de Charles-Auguste à Charles, à Auguste, à René Landry, tous de fervents catholiques romains depuis la seigneurie d'Aulnay. J'allons-y faire bénir les noces de mon garçon par un Quaker? Pélagie fut jongleuse le restant de la journée. C'étaient aussi les noces de sa fille, fille de Jean Leblanc, descendant comme les Landry des premiers colons du pays. Mais comment trouver un missionnaire en Pennsylvanie? Puis un matin, elle s'approcha de Belloni. « Je sais que vous êtes plus porté sur les cérémonies funéraires, Belloni le vieux, mais pour une fois, vous pourriez peut-être tourner votre veste à l'envers. » J'ai une fille à marier et vous connaissez la coutume. En l'absence du prêtre, nous rabattons sur un patriarche. Vous irez bientôt sur vos 100 ans si mon défunt père avait bonne mémoire. Et l'âge baille certains droits au pays. Quand je rencontrerai un prêtre pour vrai, j'y demanderai sa rebénédiction. Pélagie aurait pu allonger son argumentation jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. Elle n'aurait pas, ce jour-là, arraché du vieux d'autres sons que des hi. Pourtant, elle était sûre que le matin des noces, Belloni poserait les mains sur la tête des futurs sans chigner. Et elle s'en fut veiller aux préparatifs. Les plus heureux étaient les enfants, parés de verdure et de fleurs pour camoufler leur indigence, et qui sautaient déjà entre les pattes de leur mère qui distribuait des taloches à la ronde, sans se préoccuper de vérifier si elle les administrait à leur légitime rejeton. C'étaient les premières vraies noces acadiennes depuis la déportation, on ne devait pas se priver. Puis, ce fut au tour de Célina de se démener, la Célina des grands moments. Je vous avais tous averti qu'un jour je le payerions, ce coffre. Le coffre encore. Quoi c'est qu'il lui arrive, cette fois-ci, au coffre? Il lui arrive qu'il est toujours en vie, celui-là. Mais quoi? Il est-y posé sur ton pied, la boiteuse? Le nez de Célina chavira dans le cramoisi. Pas assez qu'il le défendait, leur coffre, après tout le souci dont il était la cause, mais il se permettait de donner des noms au monde à l'heure qu'il est, les grichous de gripsous d'avaricieux. Pour un coffre que je traîne en du sud au nord, comme la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, j'avais dû payer le prix d'un violon. Et triomphante, en appuyant sur chaque syllabe, il était-y point question de faire des noces aujourd'hui? Ah bon, on venait de sentir la direction du vent. Elle avait pourtant raison, la Célina, de pleurer les violons. L'Acadie, dans le temps, avait vu les hivers geler son cidre et les débâcles du printemps emporter ses filets et ses trappes et les vents du Suède déchirer ses toits de logis. Mais jamais elle ne s'était privée de musique. Une noce sans prêtre, on avait vu ça. Mais sans corde pour jouer la note et sans rythme pour bailler la mesure au rigodon. Les bourgeois le faisaient payer cher aux charrettes, leur coffre. François-Philippe Basque osa proposer à Pélagie de retarder la cérémonie de quelques semaines. Avec un peu de chance, on ne sait jamais, on pourrait peut-être dénicher du frêne dans la forêt ou de l'érable piqué. Jamais de la vie! C'est Charles-Auguste le Beaujard qui s'était échappé, arrachant malgré lui ce cri de ses entrailles de fiancé impétueux et ardent, et il rougit sous le rire grassouillet des hommes. Pélagie posa la main sur le bras de son gendre et répondit au Basque de se débrouiller sans le violon, de trouver autre chose, d'inventer n'importe quoi. Si on a un bec, des mains et des pieds, c'est pour s'en servir. Jamais je croirais qu'il faut à cette heure emprunter leur musique aux arbres des forêts. Je me débrouille bien, moi, pour faire à manger sans poêlonne et quasiment sans ustensiles.
Ustensile. Le mot ne tomba point dans l'oreille d'un sourd, et François-Philippe Basque s'en fut, sifflotant déjà des mélodies nouvelles. Chaque famille ajouta de son cru sa contribution. Des lièvres pris dans les collets, des porc-épics et des marmottes assommées au bâton, du blé d'Inde des civets, des tétines de souris, des têtes de violon, des beurdouilles, des snelles, des gadelles, des groseilles, du vin de cerise à grappe et de pissenlit. Ouf, il fait chaud. Un chevreau trouvé par Radon en errance en haut du clos et qui réclamait sa mère. Des petits tourteaux étalés devant la boulangerie d'un boulanger distrait, un tonneau de mélasse fraîchement débarqué d'un bâtiment hollandais qui faisait commerce avec les îles, des poules, des oies, des canards, comme les rues de l'époque on regorgeait à l'heure du marché. « Stoppin'! Stoppin'! He's got my rooster! » Et Pierre à Pitre s'attrape les jambes à son cou et disparaît dans les ruelles. On avait attendu si longtemps cette première grande réjouissance sur l'herbe qu'après 20 ans, on n'allait pas souffrir une heure de plus. Et avant même que Pélagie n'eût réussi à pousser le Belloni jusqu'au baldaquin de maille de voile, Madeleine et Charles-Auguste s'étaient déjà dit oui, et toute l'Acadie se jetait sur les victuailles. Et passe-moi l'aile et je te baille le gésier, et engotte-toi pas dans ta cuillerée de fricot, et ouch, l'Acadie s'était saoulée. Saoule de vin de cerise à grappe et de pissenlit, saoule de tendresse, de chaleur, de joie et de musique. De musique? Eh oui! Vous n'alliez pas vous imaginer tout de même qu'un peuple marierait sa fille aînée sans sonner de la note et danser le cotillon. Tant pis si la vie vous a pris vos cornemuses et vos bombardes, voire vos violons dans la dernière fournée. Il vous reste vos cuillères et vos cuisses, messieurs, dames, pour accompagner vos turluteries. C'était le clan des Basques, encore un coup, a vendu des batteries de cuisine en jouant des cuillères contre leurs cuisses et leurs genoux. Et j'ai du grès de mie, et j'ai du grès de paille, et j'ai de l'oranger, et j'ai du tri, et j'ai du tricolis, et toute l'assemblée en tricolait, ivre folle. Et l'on bat la mesure avec les pieds, avec les mains, avec la tête, avec les fesses, avec le bec, alouette, comme l'on plantait les choux. Et merde au roi d'Angleterre. Tout à coup, on entend un gros bourdon sortir de l'estrade de bois au pied du baldaquin. Un rythme nouveau pour accorder les cuillères, du demi-ton, du quart de ton, du contre-ton, comme un battement d'ailes de corbeau entravé dans les zones. C'est la Célina! Célina la boiteuse, rouge de pissenlit fermenté, saoule de groseilles et de fricot, ivre de tendresse et de fraternité, tapait du pied de son pied beau sur les planches, un pied beau qui jouait sa mélodie de la main gauche, 3 octaves plus bas que le pied droit, tam-didi, et les planches résonnaient et créaient des rythmes si cocasses et impromptus que depuis ce jour l'on se passe en Acadie de génération en génération et de noce en noce le ril dit de la boiteuse qui fait les belles veillées des joueurs d'accordéon. Soudain, Pélagie a dressé l'œil et reniflé comme un chien de garde. Catoun. Où avait Basie Catoun? On ne l'avait pas aperçu de toute la journée. Charles et Coco, la petite Gaule, Pierre à Pitre. Catoun avait disparu, en pleine noce. Dépêchez-vous, fallait point se laisser le temps de nourrir des pressentiments. Allez, elle avait donc eu un tel chagrin, Catoun. Par le bois, prenez le bois. Madeleine s'affola et voulut arrêter la noce, arrêter le mariage, retourner à sa vie de pucelle jusqu'aux retrouvailles avec sa sœur de lait. Et arrachant sa coiffe de lait, elle partit à la course à travers champs. Le brave Charles-Auguste fut si éberlué qu'il s'ébranla en retard et ne réussit pas à rattraper sa toute fraîche épouse qui atteignait déjà l'orée du bois. « Mon doux sémette, arrêtez-les tous pour l'amour de Dieu !» Et pour l'amour de Dieu ou de Catoun, Célina souleva son pied beau et s'élança comme elle put à la poursuite des mariés. Puis ce fut les Jeanne, cette Acadie-là en comptant déjà quasiment une douzaine, puis les Marie, les Anne, les Marguerite, plus toute la ramée d'enfants qui glissaient entre les jambes des hommes qui cherchaient dans quelle direction partir. Elle s'était enfuie au petit jour, en cachette, et s'était dirigée tout droit sur la cabane de l'ermite, un ancien aumônier détaché d'un régiment de Lafayette. Où avait-elle appris l'existence de ce moine? Comment l'avait-elle repéré dans la forêt? Mais voyons, tout le monde sait que la Catoune ne pouvait s'égarer dans les bois qui avaient abrité et nourri sa prime-enfance. Elle avait dans la peau le nord absolu, Catoune, comme d'autres le diapason. Et si l'on en croit Belloni, elle aurait été la seule ce jour-là, avec la boussole dans l'œil. Hi!
Cette fois, Belloni avait toutes les excuses de ricaner, car c'est lui qui les avait tous vus partir l'un après l'autre à la recherche de la disparue, et l'un après l'autre s'égarer à leur tour dans les champs et les bois. L'on pouvait, du baldaquet des noces, entendre les cris s'arracher de la forêt. « Charles-Auguste! Madeleine! Agnès! Marie-Jeanne !» Et les égarés s'appelaient mutuellement, tournant en rond sous les arbres, repassant dans leur propre piste, hurlant, braillant, inquiétant la chouette qui s'en frottait l'œil. Quand tous rentrèrent essoufflés au camp, il ne manquait que Célina. On la repêcha 1 heure plus tard, trempée jusqu'aux fesses, vociférant ses imprécations à tous les saints du ciel et se débattant avec les pierres d'un ruisseau qui lui avaient emprisonné le pied beau. On put enfin faire le compte de son monde et constater qu'on avait gagné un homme, l'ermite. Et aussitôt s'engagea le préambule à la cérémonie religieuse. Un prêtre romain. Pas Dieu possible. Comment? Mais ça serait-il que les moines de Parisites pousserions sous les arbres comme les champignons? Un brin de respect, les jeunes. Et puis, c'est point un moine, c'est un ermite. Ça, c'est-il plus qu'un prêtre? C'est un pauvre serviteur de Dieu. Seigneur Jésus, en plus, ça parle français. J'allons pouvoir entendre le latin dans notre langue. Excusez-les, mon père. Et le bon père excusait, souriait et se laissait palper, humer et interroger, tandis que les femmes s'affairaient déjà sous le baldaquet pour épousseter les miettes de la fête. Ce soir, on avait un moine à portée de main, et Jeanne Aucoin proposa à l'Assemblée des fidèles, à genoux aux pieds du représentant de Dieu, de lui demander de célébrer par procuration rétroactive, comment vous dites ça? Rien de plus simple. Jeanne Aucoin exigea de l'ermite qu'il remarie les pères et mères de familles unis en exil, rebaptise les nouveau-nés qui s'en allaient pour la plupart sur leurs 4 ans et réenterre les morts qui pourrissaient sous la terre d'Amérique de la Georgie à la Maryland. Tout ça dans la pompe du chant grégorien et dans le plus pur latin d'église, comme on le prononçait jadis sur les rives de la baie française. Le pauvre moine se prêta à tout. Remariage, rebaptême, rite funéraire renouvelé à tout hasard. Mais quand les Alains s'en vinrent à lui réclamer une messe diacre sous diacre, par exemple, le prêtre jugea qu'il était temps de marier Madeleine et Charles-Auguste, c'est pourquoi il s'était arraché d'ailleurs à ses forêts. Beausoleil s'approcha de Pélagie. On était à l'heure des serments et à l'heure de l'étoile du berger, déjà. Dites rien, qu'elle fit. C'est à cause de Jean qu'est point rentré. Ils sont plus d'une 30aine de familles déjà, toutes agrippées à mes jupes. Ils sont pourtant point à vous, ces familles-là, chacune à son chef. Mais aucune connaît le chemin la nuit. Je l'avons bien vu tantôt dans les bois. Et puis aucune n'a dans le ventre l'image du pays. Et vos bessons de fils, et la Madeleine que je n'en juste de marier. Déjà, j'ai peine à m'en faire l'idée. Ils m'ont pris le tour avec les bœufs, jamais je croirais, après 6 ans. Avec les bœufs, si fait. Mais avec les habitants de Beauséjour et Port-Royal et la rivière aux Canards et la Grand-Pré, c'est là un autre butin. Quand la pauvre Catoune s'est enfuie à l'instant, vous avez vu la charivari. Mais un jour, va bien falloir que la Catoune et les Bessons et tout le peuple d'Acadie sortent des langes et prennent sa vie en main. Un jour, oui, quand ils seront rendus au pays. Ça serait-il, Pélagie, que la vie vous dégoûterait et que la Grand-Gaule aurait été en haute mer trop longtemps? Pélagie en eut mal à la peau et à l'âme. La Grand-Gaule naviguerait-il à l'autre bout du monde durant une éternité? J'aurai le restant de mes jours les yeux rivés au large. Broussard dit Beausoleil prit la femme qu'il aimait dans ses bras, et penchant la tête, il la couvrit de toutes les étoiles qui se reflètent chaque nuit dans la mer. Puis prenons une respiration d'air salin. Qui sont les diables de saints au ciel chargés de veiller sur Pélagie et Beausoleil? Saint-Marin et Saint-Jacques de Compostelle, patrons des promeneux. Rentrons nos enfants au pays en premier. Après, j'irons ensemble rebâtir le pays de Beausoleil et de la Grand-Pré, qu'ajouta le capitaine.